Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. On va aborder le thème de la RSE à l'épreuve de la crise. En mettant à plat l'économie, le Covid-19 agit comme un test grandeur nature de l'engagement réel des entreprises dans une démarche RSE. En cette période de crise sanitaire, que l'on va espérer tous être enfin derrière nous, les entreprises ont-elles mis de côté leurs responsabilités sociales et environnementales? On aurait pu penser qu'au moment des confinements prolongés, face à l'incertitude, à une baisse inexorable des chiffres d'affaires, les entreprises auraient choisi de geler leur investissement et leur démarche RSE, un choix qui aurait été tout à fait compréhensible lors de la dernière crise économique en 2008. De nombreux acteurs avaient alors mis en sourdine leur politique RSE. Et en 2020, il semble que ce soit l'inverse, le contraire qui se soit produit. De nombreuses entreprises en ont même profité pour accélérer sur le sujet de la RSE. Certaines l'ont même mis au cœur de leur stratégie. On va en parler avec nos invités autour de la table. Merci d'être avec nous ce matin. Je vais faire les présentations rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et avant toute chose, vous qui êtes dans la salle, si vous souhaitez prendre contact avec nos intervenants, n'hésitez pas, ça ce sont nos partenaires aussi, vous pouvez aussi rentrer en contact avec eux. Vous pouvez télécharger l'application et vous pourrez ensuite rentrer en contact donc avec eux. Je fais donc les présentations. Ah, la voilà l'application. Allez-y, QR code. Vous avez l'habitude maintenant, je crois. Pas besoin de vous expliquer. On fait donc les présentations. Monsieur Stéphane Trébier, bonjour. Vous êtes PDG de l'entreprise Système, l'entreprise de services numériques basée à Verne-sur-Sèche. Vous n'aviez pas clairement d'engagement RSE en 2020, au printemps 2020, au moment où on a tous été confinés. Maintenant, c'est le cas, c'est même au cœur de notre stratégie, de votre stratégie. Vous nous raconterez tout cela tout à l'heure. L'école Rennes School of Business a elle aussi accéléré sa démarche RSE en plein Covid. On en parlera avec vous, Chloé Hamelin-Barbier, responsable RSE et amélioration continue de l'école. Vous nous raconterez comment vous abordez ce sujet avec les 5000 étudiants de l'école qui, je crois, sont très exigeants sur ce sujet. La SNCF a aussi pleinement pris ses responsabilités sociales pendant la crise sanitaire. On parlera notamment des trains sanitaires qui ont été mis en place au printemps 2020 entre Paris et Brest avec vous. Laurent Bocquer, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes responsable régional Bretagne pour la SNCF. On parlera aussi ensemble des solutions sur lesquelles vous planchez actuellement pour accompagner la démarche RSE des entreprises du territoire. Lui n'a pas cessé d'aller à la rencontre des entreprises pendant la crise sanitaire, même masqué. Bonjour Sébastien Sembril, vice-président de Rennes Métropole. Vous ferez avec nous un bilan des enseignements que vous avez tirés de cette crise. Je crois que vous avez aussi quelques idées pour accompagner la transition des entreprises dans une démarche RSE. Et puis bonjour Annabelle Robiot. Vous représentez l'entreprise Josso, une scierie plus que centenaire, installée dans le Morbihan, du côté de Pleuharmel. Votre mission, vous, c'est de fabriquer, je résume, vous allez m'en dire plus tout de suite, c'est de fabriquer des palettes sur mesure, notamment pour les acteurs de l'agroalimentaire. La crise, pour vous, ce n'était pas vraiment pendant la crise sanitaire, c'est maintenant, pour vous, c'est la flambée des matières premières, à savoir le bois, la flambée des bois, la flambée du bois, voilà. On pourrait croire que c'est une blague, mais pour vous, c'est très sérieux. Et dans ce contexte particulier, si particulier, l'engagement RSE que vous avez pris il y a de nombreuses années est en train de devenir un élément différenciant par rapport à la concurrence. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Oui, tout à fait. Notre engagement RSE, j'ai envie de dire, de la même manière que la sève coule dans les arbres, elle coule dans les veines de Josso depuis très longtemps, de par l'activité, effectivement, puisqu'on est exploitant forestier, scieur et fabricant de palettes. Donc, il y a un moment, si on ne réfléchit pas à notre stratégie et si on ne tient pas compte de tous nos parties prenantes et nos partenaires, aussi bien fournisseurs que clients, il faut qu'on réfléchisse la forêt sur 30 ans pour qu'à chaque fois, on soit sûr qu'elle se renouvelle et qu'on puisse toujours garder notre activité. Donc, c'est pour ça que je disais, ça fait un peu partie de notre ADN. Et chez nous, oui, ça a fait un élément différenciant. On n'a pas subi la crise de la même manière que d'autres sociétés ont pu la subir, effectivement. Mais ça a été aussi une manière de tester la fiabilité, notre résilience et notre agilité justement à agir pendant cette crise. Et donc l'élément différenciant qui nous permet par rapport à des confrères qui ne sont pas dans cette démarche. Donc on a la confiance des propriétaires forestiers, parce qu'ils savent qu'on ne fait pas n'importe quoi avec la forêt, de l'Office national des forêts, de tous les Et ça acteurs joue vraiment publics. parce qu'on sait que les acteurs de l'agroalimentaire, ils regardent avant tout
Il ne faut pas se le cacher, le prix et l'engagement RSE joue quand même dans le choix de... Tout à fait. Alors voilà, ça c'est le pendant, enfin l'autre versant de la RSE. Effectivement, les acteurs de l'agroalimentaire, eux aussi, sont dans des démarches RSE et donc souhaitent avoir au maximum des fournisseurs vertueux, enfin en tout cas qui s'occupent vraiment du développement durable. Et dans ce cadre-là, donc vous parvenez à traverser cette crise actuelle sans trop de turbulences. Sans trop de casse. Donc effectivement, oui, voilà, parce que c'est vraiment l'élément différenciant entre un confrère à nous qui n'est pas, j'aime pas le mot, mais qui n'est pas forcément, qui est en démarche, mais qui n'est pas estampillé, et nous qui avons ce recul sur ces presque 10 années de labellisation RSE. Effectivement, eh ben, on va être plus facilement, on va plus facilement obtenir le marché, l'appel d'offres, qu'un confrère qui ne l'est pas, parce que voilà, le client dans l'agroalimentaire peut se dire voilà, j'ai fait l'effort, j'ai acheté mes palettes à des gens dont je sais que voilà, la forêt derrière est gérée durablement. Enfin, il y a des vrais engagements qui sont pris derrière. Pour vous, un engagement RSE en tant que Syrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire assurer que la ressource que vous utilisez... Alors effectivement, on a des engagements, on en a plein, hein, sur aussi la qualité de vie au travail, sur l'ancrage territorial, enfin sur plein de choses. Mais notre engagement le plus fort, effectivement, est plus sur le volet environnemental. Comme je vous le disais, on pense la forêt sur 30 ans, parce que demain, ben voilà, on est là depuis, l'entreprise est un peu plus que centenaire. Et ben, j'espère qu'elle sera encore là dans 100 ans, même si moi je serai plus là. Donc effectivement, il faut toujours réfléchir avec, j'allais dire 30 ans d'avance, mais alors c'est difficile hein, d'avoir des objectifs à 30 ans, mais il faut toujours réfléchir avec un coup d'avance pour pouvoir pérenniser nos activités. Et puis le temps qu'elle pousse cette forêt, qu'on puisse la travailler, l'exploiter, et ben, elle sert à la biodiversité. Chacun d'entre nous peut aller se promener, en profiter. Elle capte du carbone, c'est formidable. Donc vous en prenez soin, mais ce n'est pas forcément le cas de vos concurrents là, actuels sur le marché, comme les Américains ou les Chinois, qui, je crois, viennent sur les terres bretonnes chercher du bois, c'est ça? Voilà, c'est pas facile. ils viennent sur les terres bretonnes, enfin sur la France. Bon, pour ce qui nous concerne, voilà, ça nous embête plus sur les terres bretonnes. Ils viennent un peu nous chipper du bois, donc voilà, ils nous font un petit peu flamber les prix. Et puis, ils partent avec notre matière première, et eux se soucient moins de ce qui va se passer après, ce qui va se passer derrière eux. Ils n'ont pas cette implication que nous, on peut avoir au niveau régional, local, puisque nous, c'est notre pérennité qui est en jeu, alors qu'eux sont sur du one-shot, j'ai envie de dire. Donc, ils sont moins concernés. Donc votre menace, ce sont vos concurrents qui, eux, n'ont aucun engagement RSE. Voilà, alors je ne vais pas dire nos concurrents locaux et nationaux, parce que tout le monde est impliqué dans la filière. Hein, voilà, mais c'est plus nos concurrents qui viennent de l'étranger, on va dire. On parlera tout à l'heure de l'engagement que vous avez pris aussi dans une chaudière biomasse, je crois, dans ce même état d'esprit, dans cette même optique, et puis dans une nouvelle ligne de projet. Voilà, c'est un projet que vous avez. Et puis on parlera aussi des actions de lobbying même que vous menez auprès des exploitants forestiers bretons. Je tease un peu pour que vous restiez tous avec nous. Stéphane Trémier qui est à côté de vous. Vous aussi, vous avez pris un engagement RSE. Je sais que vous détestez le mot RSE. Alors, je déteste pas RSE, mais disons que c'est, nous on l'appelle plutôt le projet sociétal. Voilà, vous n'aviez pas forcément, au printemps 2020, c'était pas dit comme ça clairement au sein de votre société. Pas aussi clairement, non. Société de services numériques. Et puis en janvier 2021, tout a changé. Le monde après. Alors, en effet, il s'est passé une petite histoire en 2020. En fait, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est alors déjà, Système, on est une entreprise qui fait du développement informatique, on est 80 personnes, et on est en croissance tout le temps. Donc, du coup, on se pose beaucoup la question sur qui on est, etc. Bon, maintenant, en tant que chef d'entreprise, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de dire on ne va pas traiter les piliers de la RSE. On n'a pas besoin de dire qu'on fait de la RSE. Notre entreprise elle est constituée d'hommes et de femmes qui, comme tout le monde, il y a des gens qui sont très attentifs à l'écologie, d'autres moins, pareil sur l'inclusion, etc. Donc de toute façon, ce sont des piliers qui existent et on est obligé de les traiter. Et c'est ça qui est important.
Et donc, du coup, on avait mis en place un ensemble d'actions, mais qui sont plus des actions, j'allais dire, d'initiatives individuelles, comme tout le monde, sur l'environnement, limiter les déplacements, travailler sur comment éviter les bouteilles d'eau, etc. En fait, tous des éléments, j'allais dire, de bon sens. Et puis la crise, en fait, le confinement se passe en 2020. En mars 2020, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait fait une croissance externe 6 mois avant d'une entreprise, donc qui n'était pas complètement vraiment intégrée, quoi. Donc on a la chance, comme vous, de pouvoir continuer notre activité sans trop de difficultés du point de vue de l'organisationnel. Par contre, se pose un vrai souci, c'est-à-dire, mais c'est par rapport à c'est quoi le sens? Puisqu'en fait, pour la première fois, les personnes étaient confrontées à une problématique professionnelle et une problématique personnelle en même temps, et du coup, se posaient beaucoup de questions. Et à ce moment-là, en fait, nous, on s'est rendu compte qu'un axe stratégique que l'on avait, qu'on ne développait pas suffisamment, qui était ce qu'on appelle le projet sociétal, en fait, on arrivait à un moment où il pouvait faire sens, où il pouvait trouver une solution à part entière, dans dire qui on est, au-delà d'apporter des solutions à nos clients, en fait. Et ça fait partie de notre histoire. Et du coup, le challenge qu'on s'est donné, c'est de se dire, on va changer de logiciel. On va partir d'un logiciel où on est plus dans une démarche des initiatives quelque part qui sont plus des initiatives individuelles, à donner une initiative collective et donner un projet sociétal collectif. À l'heure où tout le monde est revenu dans l'entreprise, il y avait urgence à redonner du sens aussi en présentiel, à se dire pourquoi on se réunit là, pourquoi on est tous autour. Alors exactement, je dirais même avant, puisque on a continué en télétravail pendant assez longtemps. Il n'y a que récemment que les personnes reviennent 3 jours par semaine. Mais donc très, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un point de liaison. Et pour que ce point de liaison marche, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est de se dire, c'est pas la direction, c'est pas moi qui vais dire, voilà, les grandes directives de notre projet sociétal, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, parce que ça, c'est le truc qui marche jamais. En tout cas, dans notre entreprise, ça marche pas. Et donc, on a plus décidé de dire, on va créer un projet sociétal qui est fait que de bénévoles. Donc, c'est des personnes qui se sont désignées. Et en fait, l'objet de ce groupe qui a été créé fin 2020, en fait, c'est de définir et porter le cap de notre projet sociétal. Et aujourd'hui, il y a 3 thématiques qui ont été définies. La première thématique, c'est autour de l'environnement, bien sûr, puisqu'on est sur une activité quand même qui génère pas mal de désagréments au niveau de l'environnement. Et donc, en fait, l'objectif qu'on se donne, c'est au moins se caler sur les objectifs du GIEC. Donc, réduire de 40% nos objectifs à hauteur de 2030, dernier délai. Donc, on va essayer de faire mieux. Donc là, le groupe a travaillé sur le fait de faire notre bilan et de mettre en place et définir le plan d'action de ce que l'on va mettre en œuvre de manière très concrète sur les années qui viennent. L'idée, c'est pas de dire on va rien faire en pollution, c'est dire déjà respectons les objectifs minimums. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme nous, on est producteur de digital, bien évidemment, on est obligé de s'intéresser à l'éco-conception. C'est la suite logique. Donc il y a toute une démarche de réflexion, d'intégrer l'éco-conception dans nos pratiques et surtout dans l'éducation qu'on doit avoir auprès de nos clients. Ça, c'est notre sujet. Puis le troisième sujet, c'est l'inclusion, et plus particulièrement au niveau de l'handicap. On avait quelques initiatives individuelles. Là, on essaie de porter une dynamique collective. Voilà un peu les grands éléments. Très bien. Et vous avez fait un bilan carbone aussi, je crois. Alors, on est en cours, justement. On est en cours. On a missionné une entreprise qui nous accompagne. Et la mission de l'entreprise, en fait, s'arrête. La première partie s'arrête à la définition des grands axes sur lesquels on peut intervenir de manière très concrète et pragmatique sur la réduction de nos consommations carbone. Très bien. On reviendra ensemble tout à l'heure sur la raison aussi qui vous fait amener tous ces sujets-là, qui est aussi derrière le recrutement sur votre secteur. En forte tension, j'imagine qu'il faut aussi différencier, montrer aussi aux salariés pourquoi on est tous ensemble autour d'un même projet. Tout à fait. Très bien. On en reparlera tout à l'heure. Sébastien Semril, vous en avez croisé des entreprises, beaucoup pendant la crise sanitaire. Vous êtes allé à leur rencontre. Et vous me disiez, quand on préparait cette table ronde, il n'y a pas une entreprise que je croise qui ne me parle pas de RSE aujourd'hui. C'est exact. Alors, le rôle d'un élu dans une crise sanitaire, c'est de gérer évidemment les urgences, et il y en a eu beaucoup. Et puis, c'est d'être au contact des chefs d'entreprise, surtout quand on est en délégation à l'économie et à l'emploi, pour s'assurer que les choses aillent du mieux possible, et puis surtout qu'on ne se retrouve pas, après la crise sanitaire, avec une crise sociale grave.
C'est la réalité objective de ce territoire, à Rennes et en Bretagne en particulier, où finalement on constate que les chiffres du chômage retrouvent ce que nous connaissions en 2019. Alors on peut s'en réjouir, puisque 6,5 de taux de chômage sur le bassin métropolitain, c'est une excellente nouvelle, c'est 2 points inférieurs à la moyenne nationale. On a certains territoires, je pense à Liffré, Vitré, qui sont presque au plein emploi, donc c'est une bonne nouvelle sur le papier. Mais ça peut aussi nous être difficile dans les mois et années qui viennent, parce qu'évidemment, il y a une tension sur l'emploi et il va y avoir des difficultés en termes de développement. Et c'est là, je pense, tout l'enjeu du projet sociétal ou de la RSE, ou en tout cas du social change. Ça va devenir, y compris, un enjeu économique, de levée de richesse pour les entreprises. Et quand je dis à chaque fois que je rencontre un chef d'entreprise, il me parle de ces sujets-là, ce n'est pas simplement dans une vision d'urgence de la planète, mais aussi très concrètement de business. Business pour le développement de l'entreprise, mais aussi pour maintenir les effectifs en poste. On y reviendra peut-être, mais c'est aussi un enjeu. La qualité de vie au travail devient essentielle, notamment pour les jeunes générations. On voit que le salaire n'est plus l'alpha et l'oméga du choix de l'entreprise. Et je crois pouvoir dire que la majorité des chefs d'entreprise ont parfaitement conscience de ces sujets-là. Et c'est plutôt de bon augure, parce que quand l'entreprise fait société avec les enjeux qui sont les nôtres d'un point de vue climatique, eh bien, nous, en tant qu'élus, notre boulot, c'est d'accompagner ces changements, et avec un rêve ou un idéal, c'est que finalement, tout ce territoire devienne RSE. Et preuve de cette maturité, vous me disiez, sur les 4 millions d'euros d'aide, une des enveloppes que vous avez allouées aux entreprises pendant la crise sanitaire, 80% ont bénéficié du bonus que vous avez accordé. Enfin, il y avait un bonus pour les entreprises qui avaient un engagement RSE, et 80% des entreprises qui ont demandé cette enveloppe ont reçu ce bonus. Preuve de la maturité des entreprises du territoire. Oui, c'est ça. On ne voulait pas être dans le punitif, mais plutôt dans l'incitatif. Et nous était venue cette idée de mettre un petit bonus de 20% de la somme demandée. Et c'est vrai que les résultats sont très probants, puisque 80% des chefs d'entreprise qui ont bénéficié de ces aides pendant la crise Covid ont eu les 20%. Et sur des bases évidemment de RSE, c'était le maintien de l'emploi, essentiel pour un territoire comme le nôtre. C'était évidemment d'investir dans des logiques aussi environnementales. Je change la photocopieuse, par exemple. Je prends cet exemple parce qu'il est très simple et en même temps très symbolique de ce qui s'est passé ces derniers mois. Je change la photocopieuse, j'en achète une deuxième pour éviter qu'il y ait finalement des rassemblements de personnel autour de la photocopieuse, parce que c'était un enjeu sanitaire. Et finalement, je fais le choix de prendre une photocopieuse dite environnementale, qui en tout cas permet de moins consommer d'encre, moins consommer d'électricité. Et c'est vrai qu'on a été agréablement surpris de voir que ce bonus, d'abord, répondait parfaitement aux besoins du territoire, et surtout, ça nous a permis de conclure que la grande majorité des chefs d'entreprise, l'écosystème économique du territoire était totalement mûr et en phase avec les politiques publiques qu'on essayait de mettre en place. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et surtout, c'est de bon augure pour l'avenir, parce que quand vous êtes un élu d'un territoire, c'est bien de dire les choses, mais pour les faire, il faut que tout le monde soit autour de la table et soit convaincu. Et comment vous pouvez justement accompagner les entreprises qui sont dans une démarche RSE, vous, en tant que métropole? Quel est votre rôle et comment vous pouvez les aider? Je crois que vous aviez même des idées très concrètes pour les aider à limiter leur mobilité, à aller plus vite, à encourager le télétravail aussi. Oui, alors ça, vous le disiez, monsieur, vous avez raison, c'est un élément de ce changement lié à la crise sanitaire. Je pense qu'un tabou est tombé dans ce pays, celui qui consistait à penser qu'un bon employé, un bon ouvrier, un bon salarié, c'était celui qui arrivait à 9h et qui repartait à 19h. Alors déjà, ça nous pose un vrai problème de conception, parce que dans un certain nombre de pays, je pense notamment aux pays anglo-saxons, quand vous partez à 19h, vous avez mauvaise réputation, parce que globalement, c'est que vous n'êtes pas organisé. Bon, ce tabou est tombé, et effectivement, le télétravail est devenu une obligation, et on voit bien qu'avec la réouverture progressive, ce télétravail devient un sujet à la fois de préoccupation des salariés, qui cherchent à garder un jour, 2 jours de télétravail, mais aussi pour les chefs d'entreprise, parce que ça pose pas mal de sujets, y compris de sécurité. Quand on est chez soi, on n'est pas derrière le pare-feu.
et donc on peut avoir aussi des risques de contrôle de ces données. Et puis, accessoirement aussi, côté employé, on peut avoir la chance d'habiter une maison et être dans des conditions parfaites de travail, mais on peut avoir la malchance d'être dans un T2, T3 avec plusieurs enfants, et c'est là qu'on voit les inégalités apparaître. Et donc notre rôle aussi en tant qu'élu, c'est de pouvoir permettre à toutes et tous de profiter pleinement de ces nouveaux outils de travail. Pourquoi pas en inventant par exemple des lieux de coworking dans certaines communes où il y a véritablement une carence de l'initiative privée. Et puis, c'est peut-être la question du temps, mais on y reviendra sans doute. C'est intéressant que cette crise sanitaire nous a peut-être amené de manière plus vivace le sujet de la temporalité et du temps, notre temps. Vous savez, nos politiques publiques depuis l'après-guerre, elles se sont concentrées essentiellement sur la spécialisation des sujets, sur la géographie. Mais la temporalité, finalement, c'était un sujet un peu vague, un peu abstrait, qui relevait plutôt de spécialistes. Mais finalement, le temps est un grand facteur d'inégalité. Et quand vous habitez à 50 km de vos lieux de travail, vous comprenez immédiatement ce qu'est l'enjeu du temps par rapport à celui qui a la chance de pouvoir habiter à côté de là où il travaille. Et donc, c'est tous ces sujets-là qui peuvent nous amener aussi à réfléchir dans cette logique de social change. Un exemple concret, je ne sais pas la part, mais je pense qu'on est facilement plus de 70% à fonctionner de la même manière tous les matins. Quand vous arrivez au travail, vous ouvrez votre ordinateur et vous regardez vos mails et vous y répondez. Est-ce que, éventuellement, ouvrir ces mails et y répondre, est-ce qu'on ne peut pas le faire de chez soi ? Et finalement, arriver au travail à 10h, 10h30, et puis de se dire que le CODIR ou le comité de direction, plutôt que de le faire le lundi matin à 10h depuis 30 ans, on peut l'imaginer de l'organiser à 14h, et ça sera peut-être plus simple. Et derrière, c'est là que je dis que société et territoire peuvent travailler ensemble sur ces enjeux climatiques et de changement sociétal. 9h, quand on embauche tous à 9h pour précisément ouvrir son ordinateur et regarder ses mails, eh bien, ça veut dire qu'on est tous dans les mêmes bouchons, au même endroit, au même moment. Changer les horaires. Je crois que vous l'aviez déjà fait. On l'expérimente, on a l'envie d'accompagner les entreprises. On a un bureau des temps qui est intégré à la métropole et qui accompagne justement les chefs d'entreprise qui veulent réfléchir sur ces sujets-là. On a la chance aussi de travailler avec des acteurs institutionnels, et la SNCF en fait partie, qui ont joué le jeu, mais il y a bien longtemps, sur ces questions-là. Mais la SNCF, sur la question du temps, elle est plutôt très sensible à ce sujet-là depuis très longtemps. Donc, c'était un acteur assez facilement convaincable. Vous me faites une transition, et alors, toute trouvée. Un tapis rouge vers vous, monsieur Laurent Bocquer, coordinateur régional du groupe SNCF en Bretagne. Oui, on peut parler du temps et des trains qui arrivent à l'heure. On peut aussi parler plus sérieusement de l'engagement, de la responsabilité sociétale que vous avez pris l'année dernière au printemps 2020, alors que toute la vie était à l'arrêt. Tout le pays était sous cloche. Vous avez pris vos responsabilités en organisant, en mobilisant 4 trains qui ont permis de transporter des malades du Covid de Paris jusqu'à Brest. C'était un projet hors norme. Racontez-nous un peu. Alors c'était effectivement un défi. Alors on ne travaille pas tout seul, bien sûr. On travaille avec les ministères, on travaille avec les préfectures, avec les autorités de santé, bien sûr. Et nous, on est finalement l'hôpital roulant qui a permis d'acheminer à grande vitesse les malades, à peu près 80 malades qu'on a pu acheminer. Il faut se souvenir qu'on est effectivement au printemps de l'année dernière et que les hôpitaux à Paris commencent à être surchargés. La question est de savoir est-ce qu'il y aura assez de place pour tout le monde, en fait, hein. On se remet là, dans cette perspective-là. Tout le monde n'a pas de masque encore. Enfin, on a un peu perdu la mémoire de cette époque-là, mais finalement, c'est hyper récent. Et il fallait absolument évacuer ces malades. Et donc, nous, on s'est mis en position de le faire, bien entendu. On a fait 4 trains. Alors, il y en a eu d'autres sur la façade atlantique. À ce moment-là, si on se souvient, ça avait commencé l'épidémie par l'Est, puis beaucoup Paris. Et l'Ouest, toute la façade atlantique était un peu préservée. Et donc, les hôpitaux avaient la capacité d'accueillir des patients. Et donc, voilà. Ça a dû vous demander une réorganisation, j'imagine, une mobilisation, beaucoup de bénévolat aussi de la part de vos... Tout à fait. On a fait appel aux volontaires, de très, très nombreux
nombreux volontaires. Moi, je me souviin du jour où un de ces trains était en gare de Rennes. J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui avaient participé à ces trains-là. Il y avait à la fois une grande fierté. Il y avait une grande fierté d'avoir participé à cette opération qui était hors norme. Donc presque 80 patients qui ont pu arriver à bon port. Mais bon, c'est facile à dire ici, mais c'est toute une organisation parce que bien sûr, un train c'est pas un hôpital. Il faut Une centaine de bouteilles d'oxygène. voilà, il faut. Enfin, oui, 250 cheminots mobilisés. Exactement. Les bouteilles d'oxygène, notamment. Un train avant, un train arrière pour éviter toute panne. Bon, ça va, vous savez tout, effectivement. J'ai bossé. tous nos secrets de fabrique. Non, effectivement, il fallait que ça se passe bien. On est assez habitué à gérer des crises, par exemple, je sais pas, une tempête, et donc on gère des crises. Là, on a géré on va dire une crise d'une façon positive, une crise acheminer tous ces patients en bonnes conditions. C'est ce qu'on a fait. On était très fiers de le faire. Et vous avez chamboulé votre organisation oui, en mais enfin, interne pour ça allait de soi. C'est-à-dire que on nous a demandé finalement de le faire, et c'était nécessaire pour ces patients. Et c'était nécessaire pour désengorger les hôpitaux de Paris. Et donc, on l'a fait de manière très naturelle, c'est-à-dire qu'on s'est mobilisé. Il y a eu des cycles de téléconférences pour préparer les opérations et puis ensuite pour les suivre en temps réel, en tirer les enseignements pour les trains d'après, puisqu'il y en a eu d'autres aussi. Donc oui, on l'a fait. Grosse participation, grosse mobilisation, mais aussi grosse fierté. On disait tout à l'heure, vous disiez tous, la RSE, ça fait partie aussi de l'ADN des entreprises, mais aussi nos salariés. Ils ont envie d'être dans une entreprise qui amène du sens. Et on travaille, bien sûr, on fabrique des trains tous les jours, et c'est notre boulot. On parlait des embouteillages dans la métropole rennaise. Bon, il y a les transports en commun, que ce soit la Star ou la SNCF, bien sûr, qui fait partie des solutions en matière de développement durable également, mais ça j'enfonce une porte ouverte. Mais cet aspect RSE pour les salariés, je parlais de la fierté tout à l'heure, elle était ce jour-là puissance 10. C'est vrai qu'il y avait une grande fierté. Oui. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions sur lesquelles, je crois que vous en avez plusieurs, sur lesquelles vous travaillez pour accompagner justement les entreprises qui ont une démarche RSE? En tant que groupe SNCF, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Je crois que vous avez plusieurs idées. Oui, alors déjà, le train fait partie des solutions. Si vous venez en TER plutôt que venir en voiture, déjà, l'économie en CO2, en termes de CO2, c'est à peu près 12 fois. Donc 12 fois moins de CO2 si vous venez en TER. Après, on est en train de travailler sur un projet, effectivement, pour accompagner les entreprises, pour modéliser finalement des différentes possibilités qu'ont leurs salariés, en partant de leur adresse, et bien sûr le lieu de départ, lieu d'arrivée, horaire, etc. Et les différentes offres de SNCF, bien sûr, mais aussi de tous les autres transporteurs, et de faire finalement un plan de mobilité pour les entreprises, de préparer ça et de travailler avec ces entreprises pour qu'elles puissent participer aussi à l'effort collectif en matière de RSE. Donc ça, c'est un projet qu'on a. Voilà. Ça serait un peu le Waze RSE. Et je crois que c'est actuellement en test au sein de 2 entreprises. On peut citer leur nom? Alors, on travaille par exemple avec l'hôpital de Lorient sur ces sujets-là. Alors, bien sûr, SNCF, on est partout en Bretagne. Et donc, on commence parce que le projet, on le développe à Lorient finalement, puisque ce sont des collègues de Lorient qui en sont à l'initiative. Et l'hôpital de Lorient, c'est, je crois, 4000 salariés, quelque chose comme ça. La question de son plan de mobilité, elle se pose. Alors, avec des particularités liées aux horaires, etc. Mais forcément, c'est une question qui est importante pour l'hôpital. Oui, et vous avez aussi d'autres solutions, je crois, pour accompagner les entreprises, d'autres idées. On va en parler tout à l'heure. Avant ça, je voudrais passer la parole à Chloé, à votre voisine, Chloé Hamelin-Barbier. Bonjour, vous êtes responsable RSE et amélioration continue pour Rennes School of Business. La RSE peut-elle préparer le rebond économique? En tout cas, la RSE est sur les lèvres de tous les étudiants que vous avez pu rencontrer lors des oraux, depuis un certain nombre de mois, mais c'était particulièrement flagrant lors des derniers oraux que vous avez fait passer, je crois, cet été, c'est ça? Oui, absolument. C'est vrai que dans les oraux d'admission qu'on fait passer pour nos futurs étudiants, on a toujours des questions autour de leur futur. Alors, on ne leur demande pas exactement qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans, où est-ce que vous voyez, parce que c'est une question très vaste, mais
on leur pose la question de que doit avoir l'entreprise qui saura retenir vos talents. Et dans la grande majorité des cas, les réponses avaient toujours une couleur RSE. Donc, en fonction des intérêts de chacun et de chacune, c'était soit le développement durable qui revenait systématiquement, ou bien des questions d'inclusion, d'égalité femmes-hommes, d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que les écoles et les entreprises qui ne sauraient pas prendre en compte ces aspects-là et ces intérêts-là risqueraient de ne pas attirer tous ces talents-là. Donc, c'est devenu quasiment une obligation, finalement. Un risque, en tout cas, pour une entreprise qui ne prendrait pas... On en parlait ce matin avec Emery Jacquilla, qui nous disait finalement, c'est un risque si on fait une entreprise qui ne prend pas de démarche RSE aujourd'hui, c'est quasiment un risque qu'elle prend. C'est se mettre en danger, presque. Vous, l'engagement RSE, vous le prenez aussi depuis quelques mois. Vous me disiez step by step, à petits pas, hein, au sein de l'école. Avec les étudiants, vous essayez de construire ça ensemble et vous avez accordé une grande place à ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail. C'est très concret pendant la crise sanitaire. Ça s'est manifesté comment? Par une cellule d'écoute, je crois, hein, par un accompagnement des étudiants qui étaient seuls, isolés derrière leur écran et qu'il a fallu accompagner. Oui, bien sûr. En fait, cette qualité de vie au travail, ça fait déjà plusieurs années que l'école est engagée dans cette démarche. Et le fait que pendant la crise, cet enjeu est revenu au centre des préoccupations de tous et de toutes, a fait que on a su, c'était dans notre ADN, dans notre logique, dans notre comportement au quotidien, d'être à l'écoute des parties prenantes. Donc bien sûr des étudiants qui vivaient pour certains des situations compliquées, qui vivaient aussi... comme pour tout le monde, des angoisses liées à tout ça, parce que, comme vous le disiez, il faut qu'on se remette quelques mois auparavant, on n'avait pas le vaccin, on ne savait rien en fait de tout ça. Donc bien évidemment pour les étudiants et également pour les salariés, où on a insisté sur l'importance de la communication et de maintenir le lien. Ça me fait repenser à ce que disait Emery ce matin, mais la qualité du lien entre les équipes, que ce soit et entre les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes étudiantes ou salariées. Ouais. Et vous formez aujourd'hui, vous me disiez, à la prise de parole en public. Oui, alors ça c'est une initiative qui est née, je dirais, des enjeux d'égalité femmes-hommes. Donc ça, c'est des actions très concrètes qu'on mène. On a formé des femmes, des salariés de l'école à la prise de parole en public, parce qu'on sait qu'il y a des freins qui sont liés au genre par rapport à la prise de parole en public, mais qui ne sont pas des freins génétiques, qui sont des freins culturels. Et donc, c'est une initiative qu'on a testée avec nos salariés. Donc aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de salariés qui ont été formés sur la prise de parole en public. Sur des cycles longs, hein, puisque c'est 8 cycles de 2 heures, donc ça représente 2 mois à chaque fois. Et c'est une initiative, on l'a testée avec les salariés, ça marche très bien. Et donc on a envie de la tester aussi avec les étudiantes dans les mois qui arrivent. Ça fait partie de la RSE pleinement au sein de l'école. Je crois que vous visez sur le long terme aussi de l'obtention d'un label, c'est ça? Oui, l'obtention d'un label pour nous, c'est vraiment... Donc bien sûr, il y a une visée de reconnaissance externe pour nos parties prenantes externes. Mais je dirais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Pour nous, les labels et la reconnaissance, c'est aussi la mise en valeur et c'est célébrer les victoires et les efforts de nos équipes. Ça a vraiment, pour nous, c'est un enjeu très important parce que cette démarche de petits pas dont je vous parlais, de faire avec le temps qu'on a, donc la notion du temps dont vous parliez, c'est une notion qui nous est chère dans cette démarche-là. Un des risques avec cette stratégie des petits pas, c'est qu'on ne regarde pas d'où on est parti. Et on ne voit pas le chemin qu'on a parcouru depuis qu'on a lancé la démarche. Et ces démarches de certification, de label, peu importe comment on les appelle, c'est aussi un bon moyen de reconnaître en interne les efforts des équipes, parce que oui, la RSE, ça demande des efforts au quotidien pour tous et toutes. On sent derrière vos paroles cette notion du temps de plus en plus prégnante, que vous me disiez quand on parle RSE, si on commence à aller voir quelqu'un en lui disant « bon, il faudrait qu'on commence une démarche RSE », la première chose qu'il va dire c'est « j'ai pas le temps ». Alors comment on fait pour changer les choses, pour changer les gens, pour impliquer tout le monde sur cette question-là, avec cette notion du temps et vous allez me dire, on peut en parler au sein du bureau des temps, n'est-ce pas, Sébastien Semril? Tout à fait.
Et au sein de Rennes School of Business, comment vous faites? Eh bien, on écoute les gens. Ça, c'est vraiment, on prend du temps. Les équipes, on se rend compte, alors quand je dis les équipes, c'est les étudiants, c'est l'ensemble des parties prenantes, c'est les salariés, c'est la faculté, c'est tout le monde. Les gens ont déjà des bonnes pratiques qui sont RSE compliantes. Donc là, la première des choses, c'est de dire, qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, qui est en lien avec la stratégie RSE? Et c'est vraiment d'être dans un questionnement très ouvert. Qu'est-ce que tu aimerais faire demain avec tes équipes? De quoi tu as besoin? Quels sont tes freins, etc., etc. Et de construire petit à petit avec eux et de les concentrer aussi sur des projets à impact, mais qui soient des projets aussi à gain immédiat et des projets à impact positif pour leur cœur de métier. Stéphane Trémier, je vois que vous acquiescez. C'est la méthode que vous essayez de mettre en place? Oui, exactement. La méthode des petits pas me parle très bien parce que nous, les personnes qui interviennent dans le groupe sociétal et toutes les parties prenantes de l'entreprise sont des personnes qui produisent, qui génèrent du chiffre d'affaires. Et donc, évidemment, quand elles ne produisent pas, ça ne génère pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est un petit peu compliqué, et, y compris pour les responsables d'équipe qui, eux, ont des objectifs. Donc, comment on arrive à intégrer le temps de la production avec le temps de l'avancement du projet, du projet sociétal. Donc là, il y a un vrai sujet. Moi, je crois beaucoup à ce que vous disiez à l'instant sur des petits projets facilement mesurables, facilement communicables. En tout cas, nous, c'est la démarche que l'on a eue sur l'année. Et je me rappelle, on avait fait un petit article sur le blog de l'entreprise dans lequel on disait on n'a pas l'intention d'apporter la révolution parce que nous, on n'y croit pas. Et ce qu'on va juste dire, les 3 points que je vous donnais tout à l'heure, c'est les 3 points avec des actions très concrètes qui peuvent paraître une goutte dans un océan, mais au moins, c'est une démarche qui nous fait avancer. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et que je considère de manière très importante, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face non plus. Je vous entendais sur les étudiants autour de démarches RSE. Moi, la réalité dans nos entreprises, c'est que nos entreprises, elles représentent les Français. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui sont extrêmement sensibles et engagées. Il y en a une partie qui sont sensibles mais pas engagées. Il y en a où ça leur... On a exactement les mêmes profils. Et donc, il faut savoir gérer avec ça et donc l'accepter. Et donc, je pense que dans notre rôle en tant qu'entreprise, et j'ai envie de dire en tant que collectif, alors le terme n'est peut-être pas très bien choisi, mais c'est aussi comment on éduque aussi les comportements individuels et comment, et c'est ça que j'aime bien et que je trouve que la boucle est bouclée, en tout cas par rapport à nous, ce que l'on vit, c'est que notre projet, il est aussi d'initiative individuelle qui génère un projet collectif et qui régénère des initiatives individuelles. Et ça, je trouve que c'est un gros point qui est essentiel. L'entreprise est un lieu de vie où l'on grandit, c'est ce que vous me disiez en préparant. Exactement. Il y a, pour être très honnête, il y a 15 ans, où vous me parliez de développement durable dans l'entreprise. Oui, mais pas plus que ça. Et en fait, l'entreprise c'est pas un être humain, mais c'est un être vivant et qui grandit avec ce qui se passe dans son contexte global, géopolitique, environnemental, sociétal, etc. Et donc, on grandit et nos chantiers vivent avec cela, quoi. Et tout à l'heure, vous disiez que j'étais pas à l'aise, moi que je détestais le terme RSE. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand on utilise la RSE comme un outil de communication. Et ça m'agace parce que en réalité, si on creuse derrière, en dehors des grandes lignées qui sont données par l'entreprise, qu'est-ce que ça change réellement dans le quotidien, y compris dans les quotidiens individuels et personnels de nos collaborateurs. Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est très concret. On ne peut pas faire d'économie sans parler environnement et sans parler social, en fait. Aujourd'hui, si les entreprises... n'importe quel collectif, moi j'entendais, alors si je fais une erreur sur le pourcentage, excusez-moi, mais ce que j'avais compris, c'est que moi ce que j'ai entendu, c'est qu'au niveau environnemental, pour réussir à atteindre l'objectif, il y a 25% qui sont sur les comportements individuels, 75% sur les comportements collectifs. Donc de toute façon, si on ne gère pas ça, nous les entreprises, de toute façon les entreprises n'existent plus demain. Voilà. Et on ne parle même pas du recrutement, où là, concrètement, c'est juste une nécessité. C'est juste une nécessité. Annabelle Robillot, vous, en tant qu'entreprise, vous allez même encore plus loin que réfléchir en interne, se poser des questions. Vous allez même jusqu'à faire du lobbying. Vous allez nous raconter tout ça dans ce contexte particulier auprès des exploitants forestiers bretons. Des propriétaires fonciers. Voilà, parce que
Racontez-nous, Une allez-y. des particularités de la forêt bretonne au niveau national, au niveau de la France, 75% de la forêt française appartient à des propriétaires privés. Donc voilà, les 25% restants étant à l'État des forêts domaniales. Mais la particularité bretonne, c'est que 92% de la forêt appartient à des propriétaires privés. Donc gros challenge. Et en plus, en Bretagne, la forêt est très morcelée. Donc ça veut dire beaucoup de petits propriétaires forestiers avec 2, 5 hectares. Enfin voilà. Donc notre challenge, c'est de les inviter à se faire certifier PEFC. C'est-à-dire être sûr que derrière, alors je dis PEFC, hein, j'ai pas de part chez PEFC, et FSC ça existe aussi. C'est hein, un en des fait. labels qui existent et qui apporte la garantie que le mais bois voilà, est... mais FSC n'est pas implanté en Bretagne, donc Oui. voilà pourquoi je parle de PEFC. Donc du coup, c'est de les inviter, en tout cas, si demain ils certifient FSC, ça nous ira très bien aussi. Mais c'est de les inviter fortement à rentrer dans cette démarche. Une Donc, démarche qui engage à quoi? donc au développement durable de la forêt, donc le repeuplement, éviter les coupes rases, mais plutôt des éclaircies. Alors des éclaircies, ça veut dire qu'on plante les arbres à des années différentes, donc ce qui permet de aussi récolter le fruit de ces plantations à des moments différents. Et d'un point de vue paysager, évidemment, pas de se retrouver face à des choses. Aujourd'hui, il n'y a rien qui les contraint à prendre cet Alors, engagement-là. ça y est, ça va arriver. Ça va arriver. Mais nous, pendant toutes ces années, il n'y avait rien qui les contraignait. Il faut savoir qu'en plus de ça, un propriétaire qui se certifie PEFC, ça veut dire que c'est une démarche volontaire de sa part. Ça lui coûte aussi un petit peu de sous, hein, voilà, derrière. Mais son bois, on ne lui l'achète pas plus cher que s'il n'est pas PEFC. Alors quand vous êtes un petit propriétaire forestier qui n'avait que 5 hectares, que vous habitez Paris, que vous avez hérité d'un grand tonton éloigné qui n'avait pas d'autre descendance que vous, qu'est-ce que vous allez faire de cette forêt finalement? C'est plus un cadeau empoisonné qu'autre chose. Donc voilà, on invite les propriétaires forestiers chez nous, ils viennent, ils visitent, donc ils voient les grumes de bois qui arrivent sur le parc, ils voient en quoi c'est transformé à la fin. Donc ça les intéresse beaucoup. Et puis au moment de ces visites, moi j'interviens en leur disant, en essayant en tout cas, alors il y en a qui sont déjà convaincus, hein, donc il n'y a pas de souci, mais en essayant de convaincre ceux qui ne le sont pas d'intégrer cette démarche pour que nous, de notre côté, voilà, on assure à nos clients que voilà, quand ils achètent une palette en bois, ils font aussi en tout cas. C'est pas seulement un engagement Voilà, pour faire joli, hein, un acte c'est une réalité responsable. économique pour préserver C'est un votre acte ressource. Voilà, un acte responsable parce Ouais. que la ressource derrière, elle est préservée. Mais Ouais. comme je vous le disais, voilà, nous, on est obligé de réfléchir sur 20, 30 ans, selon les essences. Hein. Alors oui, on ne travaille pas le chêne, donc on ne réfléchit pas sur 50 ans. On a des délais un petit peu plus courts. Mais donc voilà, on est obligé de réfléchir sur le très très long terme. Et donc voilà, on essaie de faire ces opérations un peu séduction, c'est plus joli que lobbying. Oui. Voilà, pour les inciter. Mais je pense que voilà, les nouvelles générations qui arrivent, voilà, c'est plus dans leurs préoccupations. Et puis effectivement, il y a des choses qui se mettent en place au niveau de la loi. Donc les choses vont évoluer. Mais juste pour, voilà, pour resituer les choses, là, entre 1830 et 2020, alors vous allez me dire 1830, je remonte un peu loin, mais la couverture forestière de la France, elle a doublé. On est à 17 millions en fait d'hectares de forêt. Bonne nouvelle. Ouais, très bonne nouvelle. Donc voilà, et surtout voilà, il y a quelques mauvais élèves, voilà, qui font parfois des bêtises et qui entachent toute une profession qui s'attache à travailler de manière extrêmement vertueuse. Parce que
ces entreprises-là, c'est leur avenir. Oui. Donc voilà. Mais bon, comme partout, malheureusement. Et puis la mauvaise presse va plus vite que la bonne presse. donc voilà pour nos opérations lobbying séduction, on va dire. Donc mettons en lumière justement les bonnes initiatives. On va terminer avec vous, Monsieur Beaucaire. Je crois que vous avez une initiative justement qui va aider à la mobilité des entreprises et des salariés dans leur démarche RSE. C'est le projet 1001 gares, je crois, qui veut réinventer des lieux. Alors, C'est ça. 1001 gares, ça consiste à se dire qu'un certain nombre de gares sont moins utilisées qu'autrefois, et donc ce sont des beaux espaces en général, et on peut en faire des tiers-lieux. On peut les mettre à disposition de projets, soit d'entreprises, soit d'associations, soit de municipalités. Enfin, c'est très ouvert, et donc il y a des appels à projets et un certain nombre de gares sur la région qui sont disponibles donc pour en faire des tiers-lieux, et que ces gares finalement renaissent d'une façon différente. Voilà, des gares qui étaient centenaires, on en parlait, qui ont une deuxième vie aussi maintenant pour s'adapter à la vie d'aujourd'hui et aux démarches RSE, aux mobilités et aux démarches RSE des entreprises. On arrive à vous, Lydie, un dernier mot peut-être. Si vous voulez justement continuer la conversation avec Laurent Beaucaire ou avec les autres intervenants de cette table ronde, vous pouvez le faire via l'application. Vous pouvez échanger avec vous, avec eux s'ils le souhaitent. Merci d'avoir passé 45 minutes avec nous pour parler RSE. Si vous souhaitez continuer les discussions, vous pouvez aller suivre, je crois, la suite du programme témoignage d'Olivier Meril, président d'MV Group, le bien-être au travail grâce à l'autonomie. Vaste programme. Je vous souhaite une bonne journée, un bon social change. Merci.